Le problème avec la trahison, c'est qu'elle arrive rarement bruyamment. Cela vient doucement, avec des voix douces et des couverts clairs. Ma femme a souri en levant sa coupe de champagne et pendant un instant j'ai cru que tout était normal. Mais 3 jours plus tard, j'ai vu la vérité imprimée en chiffres noirs sur l'écran de mon téléphone. L'alerte bancaire est arrivée à 6h47. J'étais à mi-chemin de mon premier café. L'écran s'est allumé, 15 $, 274,88 débité sur votre carte, toi Blue Mon Garden. Ma main n'a pas tremblé, je n'ai pas juré, j'ai juste regardé le numéro comme si c'était un inconnu qui me tapait sur l'épaule. Le jardin Blumont, bien sûr. C'est là qu'a eu lieu le dîner d'anniversaire de Denise, nappe blanche, live jazz, menu calligraphié personnalisé. Je me souviens avoir demandé au voiturier s'il avait déjà garé autant de voitures noires en une nuit. Je pensais que Marbelle avait utilisé son propre compte. Elle m'a dit qu'elle s'occupait des réservations. Mais en parcourant les frais détaillés, j'ai vu la répartition, 22 invités, 645 $ par personne, plus les boissons, la décoration, les divertissements et ce qu'on appelle un rituel de gratitude au champagne pour 800 $. Je ne savais même pas ce que cela signifiait. J'étais assis là, le café refroidissant, laissant la chaleur d'une fureur silencieuse monter dans ma poitrine comme la vapeur d'une tasse. Quand j'en ai parlé à Marbelle ce soir-là, elle se brossait les cheveux devant la vanité. Sa robe était ample, son humeur était légère. J'ai gardé ma voix ferme. Je lui ai demandé si elle savait pourquoi il y avait des frais de 15 000 $ sur ma carte. Elle n'a pas bronché, elle a juste souri comme si je lui avais demandé pourquoi le ciel était bleu. C'était pour toute la famille, a-t-elle déclaré. Ne gâche pas l'ambiance, Julien, tu en fais une chose. Elle s'est retournée vers le miroir et a continué à appliquer du brillant à lèvres, comme si je lui avais demandé de me passer le sel. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est déclenché en moi. Pas cassé, pas brisé. Un clic s'est produit comme si une porte se fermait et qu'une serrure se mettait en place de l'intérieur. Je ne lui ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je suis entré dans mon bureau à domicile, j'ai fermé la porte et j'ai ouvert une feuille de calcul intitulée 10 No Xolisex. Je l'avais commencé il y a des mois, presque pour plaisanter. Une liste discrète des petites choses qui ne convenaient pas. La fois où elle a acheté à son cousin un collier à 900 $ et m'a dit ensuite « Oh, je viens d'utiliser la carte, puisque tu dis toujours que ça n'a pas d'importance. » La fois où elle a utilisé mes miles pour emmener son frère Noël et sa petite amie à Miami, en disant « Eh bien, nous n'allions pas les utiliser de toute façon. » J'avais tout écrit. Je n'avais simplement rien fait jusqu'à présent. J'ai commencé par les accusations récentes. Ensuite, j'ai extrait des relevés bancaires remontant à 5 ans, chaque journée au spa, chaque brunch, chaque oups. J'ai oublié de demander et je me suis rappelé combien de fois elle m'avait souri par la suite comme si elle me rendait service en me racontant tout. J'ai ouvert mon ordinateur portable de travail et envoyé un email à un de mes amis de l'université. Il est maintenant avocat spécialisé en divorce. Nous n'avions pas parlé depuis un moment mais il a répondu rapidement, heureux d'aider mec, envoyez simplement tout ce que j'ai fait. J'ai envoyé les accusations, les captures d'écran, même une photo de Marbelle tenant le gâteau d'anniversaire avec un joyeux anniversaire, Denise, de la part de nous tous, écrit à la feuille d'or dessus. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni par rage, ni par clarté. J'ai réalisé que je m'étais entraîné pendant des années à accepter moins de respect, moins d'honnêteté, moins de vérité. Je l'avais accepté comme un chien dressé à tressaillir aux voix élevées. Je pensais que je le soutenais. C'est ce qu'elle disait toujours, tu es le roc de la famille, tu rends les choses possibles, nous avons de la chance de t'avoir, mais la chance ne draine pas tes économies. Et puis je vous demande de ne pas gâcher l'ambiance. Le lendemain matin, j'ai continué ma routine comme si de rien n'était. Je me suis rasé, j'ai préparé du café et j'ai emballé mon ordinateur portable. Marbelle m'a embrassé sur la joue et m'a dit qu'elle irait au Pilates puis brincherait avec sa mère. Eh bien, je passerai probablement chez Camilla pour déposer les restes, a-t-elle ajouté. J'ai hoché la tête, ça a l'air bien. Je n'ai pas mentionné que je venais de geler le compte de crédit conjoint et de transmettre les 5 derniers relevés à mon avocat. Je n'ai pas dit que j'avais réservé une consultation avec un conseiller financier pour vendredi. Je l'ai juste embrassé en retour et je suis sorti par la porte. Ce jour-là, j'ai travaillé en toute concentration, sans distraction, sans brouillard émotionnel. J'ai passé des appels, conclu des accords, écrit du code propre et répondu aux emails en quelques secondes. Pour une fois,
je n'essayais pas de jongler entre ressentiment et performance. Je me sentais léger. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans une quincaillerie et j'ai acheté un petit coffre-fort. J'avais prévu de déplacer mes documents importants, passeports et dossiers personnels, hors du tiroir partagé. Elle fouillait souvent. C'était étrange à quel point tout cela était calme. Pas de tempête, pas de dispute, juste une réorganisation tranquille. Quand je suis rentré chez moi, la maison était vide. J'ai installé le coffre-fort au fond de mon placard, derrière de vieux manteaux que je n'ai jamais portés. J'ai déplacé l'ordinateur portable contenant la feuille de calcul. J'ai vérifié nos comptes communs. Elle n'avait pas encore remarqué le gel. Je lui ai donné 48 heures maximum. Quand elle le ferait, il y aurait une tempête, mais j'étais prêt. J'en avais fini d'être le chéquier humain. J'en avais assez de sourire à travers des blagues sur le fait d'être le gars silencieux qui garde les lumières allumées. J'en avais fini d'être le fond d'écran de la galerie de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, nous avons regardé la télévision. Elle s'est recroquevillée à côté de moi pour parler d'une nouvelle installation artistique qui ouvrirait au centre-ville. Elle voulait que nous allions avec ses parents. J'ai hoché la tête, j'ai bu une gorgée de mon verre et j'ai souri. J'avais déjà commencé à transférer de l'argent sur un compte séparé. J'avais déjà modifié mes identifiants de connexion. J'avais déjà rédigé une lettre au restaurant préféré de sa famille, celui pour lequel je payais toujours, pour annuler notre prochaine réservation. Elle a continué à parler. J'ai continué à siroter pendant qu'elle riait de quelque chose à l'écran. Je l'ai étudiée, élégante, belle, le genre de beauté que les gens complimentent avec une pointe d'envie. Mais pour moi, à ce moment-là, elle avait l'air différente. Non pas à cause de son apparence, mais parce que je ne la voyais plus à travers le même filtre. Je n'ai pas vu de partenaire. J'ai vu quelqu'un jouer un rôle qu'elle avait si bien répété. Elle n'avait pas réalisé que le public avait déjà quitté la salle. Je n'ai rien dit cette nuit-là. J'ai juste regardé la femme à côté de moi, la bougie vacillant sur la table basse et l'alerte bancaire toujours non lue sur son téléphone, et j'ai pensé, cette fois, je ne lâcherai pas ça. Cette fois, je ne ferai pas semblant, je ne m'excuserai pas de l'avoir remarqué, je ne défendrai pas le bon sens et je ne gâcherai certainement pas l'ambiance, mais j'y mettrai fin. Ce n'était pas la première fois qu'elle utilisait ma carte sans demander. C'est la partie qui m'a plus marqué que le numéro lui-même, 15 000. Bien sûr, c'est scandaleux, mais ce n'était pas nouveau. C'était juste plus bruyant, une version plus grande d'un modèle que j'avais passé des années à appeler amour, compromis, générosité, un modèle que j'ai excusé parce que je ne voulais pas avoir l'air mesquin ou avare ou comme le mari qui gardait les reçus pour gagner les disputes. Mais je les gardais tous, pas seulement les papiers mais aussi les souvenirs, et ils n'ont jamais cessé de s'empiler. Il y a des années, lorsque son frère Noël venait de rompre avec sa petite amie, Mirabel a dit qu'il avait besoin de se remonter le moral. J'ai accepté. Nous avons tous besoin de moments de gentillesse, n'est-ce pas? Je pensais qu'elle parlait d'un film ou d'un dîner, peut-être d'une bouteille de vin. Au lieu de cela, elle a réservé un week-end pour lui et un ami dans une station balnéaire et m'a remis l'itinéraire comme s'il s'agissait d'une carte d'anniversaire. Il fait partie de la famille, avait-elle dit en m'embrassant sur la joue, et nous avions les points. Non, j'avais les points. J'avais passé 4 mois consécutifs à voler en cross-country pour travailler à accumuler ces points. Mais je n'ai rien dit. Je me suis dit que c'était bien. Puis vint la location du SUV de sa cousine Camilla. C'est à son nom. Elle a dit, mais elle va payer les frais mensuels. Elle ne l'a pas fait. Camilla a effectué 3 paiements, puis a disparu dans une nouvelle relation en Arizona. J'ai payé le reste tranquillement pour protéger ma cote de crédit. Marbel s'est excusée avec des cupcakes et des massages du dos, a dit qu'elle ne savait pas que Camilla s'écaillerait et je l'ai cru parce que je le voulais. C'est ça le fait d'être celui qui fait bouger les choses. Ils s'attendent à ce que vous répariez tout. Et quand vous arrêtez de réparer, ils disent « vous avez changé ». Plus j'y pensais, plus il devenait évident que Mirabel avait construit un système, pas consciemment peut-être, mais efficace. Un système où chaque événement familial, chaque crise, chaque inconvénient mineur avait une solution simple et fiable. Moi, j'ai besoin de nouveaux meubles avant l'arrivée des invités. Appelez Julien. Besoin d'argent d'urgence après une dispute avec un petit ami. Texte, Julien besoin de quelqu'un pour couvrir la caution d'une location de vacances car Denise a oublié son portefeuille. Encore une fois, faites-le savoir à Julien. Et chaque fois que j'en parlais, je me sentais comme un avare,
tenant la famille en otage avec des chiffres. Pourquoi parlez-vous toujours d'argent, demandait-elle. Je voulais crier parce que tu le fais. Sa famille avait cette façon d'envelopper Gil des chaleurs. Il porte un toast à ma générosité lors des dîners. Alors donne-moi le chèque. Denise complimenterait mes goûts et mon vin, puis me suggérerait d'apporter quelques bouteilles à son prochain club de lecture. Tu as l'œil, Julien, disait-elle. Je sais juste que tu choisiras les bonnes choses. Et je le ferai, parce qu'au fond, je pensais que si je continuais à dire oui, il me verrait comme faisant partie du cercle, pas seulement le mari de Marbel, pas seulement le soutien de famille, mais quelqu'un qu'il respecterait vraiment. Ce que je n'avais pas réalisé à ce moment-là, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de me respecter, ils avaient seulement besoin de moi pour rester utile. J'avais grandi différemment. Ma famille était une classe ouvrière tranquille. Mon père réparait des voitures, ma mère travaillait de nuit à l'hôpital, les anniversaires étaient des pizzas et des assiettes en carton et je riais jusqu'à ce que quelqu'un laisse tomber un gâteau par terre. Nous n'avions pas de menu calligraphié ni de serviettes en lin personnalisées. Nous avions de l'amour et nous avions des limites. Je n'ai jamais vu mes parents demander de l'argent à quelqu'un d'autre, pas par fierté mais par principe. Alors, quand je me suis marié dans le monde de Marbel, je pensais que je m'améliorais, je pensais que j'avais de la chance. Mais à un moment donné, j'ai arrêté d'être mari et j'ai commencé à être investisseur. La seule différence, c'est que je n'ai jamais reçu de dividendes, juste plus d'attente. Et quand j'hésitais, ne serait-ce que légèrement, Marbel me lançait ce regard, à la fois déçu et amusé. Allez, murmurait-elle, ne sois pas bizarre avec ça. Comme si faire attention à l'argent était une maladie sociale. Comme si poser des questions me rendait fragile. Il y a une accusation dont je me souviens très bien, une boutique à Manhattan. J'ai reçu l'alerte alors que j'étais en réunion. Je lui ai envoyé un texto confus. Elle a répondu, « Oh, j'avais besoin d'une robe pour le gala de Denise. C'était un peu cher, mais ça valait le coup. Vous allez l'adorer. » Cette robe a coûté près de 2000 $. Quand je l'ai vue plus tard dans la semaine, j'ai souri et lui ai dit qu'elle était magnifique. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais reporté la mise à niveau de mon ordinateur portable pour le couvrir, que j'annulerais le week-end. J'avais prévu que nous équilibrer les comptes. Elle n'a jamais posé de questions sur ces choses et je ne l'ai jamais proposé, parce que quelque part au plus profond de moi, j'avais commencé à croire que son bonheur valait plus que mon confort. Maintenant, alors que j'étais assis à regarder la feuille de calcul, j'ai tout vu clairement. Il ne s'agissait pas d'un dîner, mais d'une érosion minime et constante des frontières, de la dignité, du partenariat. Sur le balcon. J'ai pensé au mot qu'elle a dit quand j'ai évoqué l'accusation. C'était pour toute la famille, ne gâche pas l'ambiance. Cette phrase résonnait dans ma tête comme une chanson. Je ne pouvais pas m'éteindre, pas seulement à cause des mots, mais aussi du ton, de l'hypothèse, de la façon dont elle le disait, comme si j'étais le problème, comme si l'absurdité n'était pas de dépenser l'argent de quelqu'un d'autre sans demander, mais de remettre en question cette décision. J'imagine ce qui serait arrivé si j'avais fait la même chose, si j'avais débité 15 000 $ sur sa carte pour un voyage de golf avec mes copains. Si je lui avais dit après, ne gâche pas l'ambiance. Elle aurait appelé sa mère, sa sœur, son avocat, peut-être même un thérapeute. Mais quand elle l'a fait, je devais sourire et l'avaler comme une vitamine. Non merci, j'en avais assez. Alors j'ai tout noté, chaque dollar, chaque date. J'ai créé une colonne. Juste 4 cadeaux déguisés en faveur, 4 autres urgences impliquant mystérieusement des bijoux. Je n'avais pas prévu de me venger. Je n'avais pas l'intention de l'humilier. Je prévoyais de la clarté. Je voulais une image complète. Je voulais savoir sans l'ombre d'un doute que je n'étais pas fou, que je n'avais pas tout imaginé. Et plus j'en voyais, plus je savais que ce n'était pas le cas. J'avais été plus que généreux, j'avais été stupide. Mais je n'allais pas rester ainsi, plus maintenant. J'étais resté silencieux assez longtemps, j'avais été utile assez longtemps. J'en avais fini de sacrifier ma paix sur l'autel des apparences. Et tandis que je sauvegardais le dossier, cette nuit-là, je me suis chuchoté, non pas avec colère mais avec décision, cela se termine maintenant. Le brunch avait toujours une odeur étrange, pas la nourriture mais l'atmosphère, le genre de sourire et de rire vide qui vous disait que tout le monde essayait un peu trop fort. Le matin après avoir finalisé la feuille de calcul et parlé à mon avocat, je me suis retrouvé à nouveau à l'un de ces brunchs, ceux où Marbel brillait comme une hôtesse dans une émission de cuisine, flottant d'assiette en assiette comme si elle était née avec une flûte de champagne à la main.
Nous étions chez Héloïse, un endroit où les serviettes étaient pliées comme des orchidées et où les mimosas les moins chers coûtaient encore près de 50 $. Je n'ai pas discuté quand elle m'a dit que nous partions. Il fera léger. Dit-elle, juste la famille. Ils veulent nous remercier pour le dîner. Nous, ce mot lourd de crédit sélectif. J'ai hoché la tête, j'ai enfilé mon blazer bleu marine le plus propre et je l'ai suivi jusqu'à la porte. Laissez-les faire leur mascarade. J'avais déjà préparé le mien. Nous sommes arrivés au refrain habituel. Denise nous a accueillis avec un baiser sur la joue, et ça fait rire les riches, qui commencent dans la gorge et ne touchent jamais vraiment les yeux. Julien, mon financier chéri, roucoula-t-elle l'homme du moment. J'ai souri poliment et j'ai pris place à côté de Laurence, qui sentait le tabac et les vieilles histoires. Il m'a levé son verre. Vous avez certainement fait de la soirée de votre belle-mère une soirée pour les livres, dit-il. Un sacré geste. Je ne l'ai pas corrigé. Laissez-les porter un toast. Mirabelle avait l'air radieuse, comme toujours, des boucles impeccables, des boucles d'oreilles qui captaient le soleil, une voix qui flottait dans la conversation comme une soprano entraînée. Elle se pencha une fois et murmura, « Merci de ne pas rendre ça bizarre. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste ajusté le poignet de ma chemise et j'ai jeté un coup d'œil à l'heure. À 11h32 précise, un homme de grande taille vêtu d'un costume gris sur mesure franchit l'entrée du restaurant. Il avait une petite pile d'enveloppes dans une main et une sorte de confiance tranquille qui traversait l'ambiance artificielle de la pièce. Il s'est dirigé directement vers notre table, devant les serveurs, devant le quatuor à cordes jouant du soft jazz dans le coin. Aucune hésitation, aucun sourire. Il s'arrêta juste derrière Marbelle, s'éclaircit poliment la gorge et dit « Madame Marbelle traverse ». Son dos se redressa, comme si elle avait été frappée par de l'électricité statique. Elle se tourna, les yeux plissés oui. L'homme lui tendit une large enveloppe. « Mais tu as été servi. » Et juste comme ça, l'air a changé. Le bruit des fourchettes s'est arrêté. Même le violoniste a raté une note. Marabelle a regardé l'enveloppe comme si des épines lui avaient poussé. Le silence s'étendit sur la table comme un verre renversé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda finalement Marbelle, son expression s'assombrissant à chaque paragraphe. « Est-ce une blague ?» m'a-t-elle demandé, son ton oscillant entre une politesse cassante et une accusation retenue. La voix de Mirabelle se brisa lorsqu'elle m'appela « Julien, attends, qu'est-ce que c'est ?» Mais je ne me suis pas retourné, j'ai marché lentement, laissant chaque pas atterrir avec détermination. Dehors, le soleil brillait. J'ai respiré profondément, le poids de la retenue soulevant à chaque expiration. Pas de cris, pas de scène, juste de la précision. Je lui avais dit que je ne lâcherais pas ça. Elle ne me croyait tout simplement pas. Au moment où je suis rentré à la maison, les appels avaient déjà commencé, d'abord de Marbelle, puis de sa mère, puis de Laurence, puis de sa cousine Camilla, qui ne m'avait pas parlé depuis 2 ans mais qui s'est soudainement retrouvée inspirée pour faire une médiation. Je les ai tous laissés accéder à la messagerie vocale. Le document que Marbelle a reçu n'était pas des papiers de divorce, pas encore. Il s'agissait d'une demande formelle de remboursement, une déclaration détaillée de mon avocat détaillant chaque transaction non autorisée effectuée en mon nom au cours des 3 dernières années. Il comprenait des notes d'intérêt, des captures d'écran et des confirmations du commerçant, et il indiquait clairement que j'étais prêt à saisir le tribunal si nécessaire. Elle s'était attendue à ce que je reste silencieux, à absorber cela, comme toujours, mais elle n'a pas réalisé que j'avais planifié mon silence pour une raison. Cette feuille de calcul, désormais imprimée et notoire, était devenue bien plus qu'une preuve. C'était ma voix, celle qu'ils ont tous passé des années à écouter dans mon appartement. J'ai enlevé le blazer et ouvert la porte du balcon. Le téléphone sonna à nouveau. Je l'ai retourné face cachée. La paix a un certain son, comme le vent effleurant les feuilles ou l'absence de faux compliments. Je suis resté là un long moment, pas en colère, pas même satisfait, juste installé. J'ai toujours pensé que la dignité consistait à tenir le coup, à encaisser les coups et à rester calme. Mais j'avais tort. La dignité consistait à tracer la ligne tranquillement et complètement, même si personne n'applaudissait par la suite, surtout à ce moment-là. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un texto de Denise Julien. J'aurais vraiment aimé que tu gères ça en privé. Ce n'est pas toi. Je l'ai regardé un moment avant de répondre, c'est moi. Tu ne m'as juste pas reconnu quand je ne portais pas tout le monde. 1 heure plus tard, Marbelle a envoyé un message, nous devons parler. Je me sens pris en embuscade. Je n'ai pas répondu.
J'ai transmis le message à mon avocat, juste au cas où. Ensuite, j'ai récupéré une vieille photo sur mon téléphone, une vieille photo d'il y a des années. Lors d'un de ces voyages en famille que j'ai payé, tout le monde souriait, champagne à la main, les yeux brillants de plaisir. Je me souviens à quel point j'étais fauché ce week-end, comment j'ai sauté des repas juste pour faire fonctionner les chiffres. Mais sur la photo, on ne le saura jamais, j'avais l'air reconnaissant, ou du moins je pensais que je devais l'être. En y regardant, j'ai vu autre chose. J'ai vu un homme qui pensait que donner plus le ferait aimer davantage. Un homme qui pensait que le sacrifice était une monnaie qui achetait le respect. Cet homme était parti. Ce soir-là, Marbelle rentra plus tard que d'habitude. Elle entra tranquillement, pas comme d'habitude avec ses talons hauts. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle a simplement posé son sac à main sur le comptoir et s'est tenue près de la table à manger. Là alors c'est comme ça que nous procédons, demanda-t-elle finalement. Mais tu m'as embarrassé. Je m'appuyais en arrière sur le canapé, sans même lever les yeux de mon ordinateur portable. Non, ai-je dit, je t'ai donné une chance de réparer ça. Tu m'as ignoré. Tu aurais pu me dire que tu étais sérieux. Je l'ai fait. Tu as ri. Elle croisa les bras, sa voix s'élevant légèrement. C'était juste un dîner. J'ai fermé l'ordinateur portable. Non, c'était 10 ans de dîner. Celui-ci avait juste un reçu trop gros pour être ignoré. Elle n'a pas répondu. Elle resta là, clignant rapidement des yeux. Alors que se passe-t-il maintenant? Je me suis levé, je suis passé devant elle et je lui ai dit, maintenant, tu lis chaque page de cette enveloppe. Et ensuite nous découvrirons si vous me respectez suffisamment pour arranger les choses ou si vous manquez simplement l'accès. Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé la porte. Il y a une différence entre être aimé et être toléré, mais quand on grandit en quête d'affection, on se convainc parfois que c'est la même chose. J'ai grandi dans une maison avec plus de silence que de douceur. Mon père était un mécanicien qui aimait ses outils plus que les gens. Ma mère était gentille mais larmoyante. À 10 ans, j'avais déjà appris à plier le linge, à réparer un évier qui goûtait à parler bas quand personne ne me demandait mon avis. Je suis devenu très tôt la personne fiable, la colle invisible qui maintenait les choses ensemble tranquillement, sans applaudissements. Alors quand j'ai rencontré Marbelle, j'ai pensé avoir enfin trouvé quelque chose de différent. Elle n'avait pas peur d'attirer l'attention. Elle entra dans les pièces comme si l'air lui appartenait. Elle avait une famille qui célébrait tout, les anniversaires, les brunchs et même la journée nationale du café. Ils se sont embrassés, ils ont ri, ils se sont complimentés sur leur tenue. C'était comme entrer dans un rêve où personne n'oubliait votre anniversaire ni ne vous demandait de faire votre propre gâteau. Je n'ai pas remarqué que tout était accompagné d'un astérisque. Son père, Laurence, aimait parler du bon vieux temps. Il portait des boutons de manchette même quand il n'en avait pas besoin et m'appelait Phil comme si c'était une récompense que je devais gagner. Tu es un bon garçon, disait-il, tu as cette colonne vertébrale de la vieille école. Mais il n'a jamais cherché une facture lorsque le chèque est arrivé, pas une seule fois. Il avait une douzaine d'histoires et aucun investissement. Sa mère, Denise, maîtrisait l'art de la demande gracieuse. Julien cher, elle disait, tu es si doué avec les chiffres, pourrais-tu juste jeter un coup d'œil rapide à la caution du lieu? Je souriais, hochais la tête et payais avant même de finir le dessert. Au début, je pensais que c'était de l'amour. C'était exactement ce que les gens faisaient lorsqu'ils prenaient soin les uns des autres, se penchaient, s'élevaient, partageaient ce qu'ils avaient. Je pensais que j'avais plus de stabilité, plus de structure et qu'ils avaient plus d'éclat. Qu'est-ce que quelques dollars supplémentaires en échange de chaleur? Mais au fil du temps, j'ai réalisé que ce n'était pas une question de chaleur, c'était une stratégie. Ils ont construit une culture familiale autour du fait de s'offrir mutuellement des choses qui ne leur coûtaient rien, des faveurs, du temps emprunté, une responsabilité partagée, le coût réel qui semblait toujours incomber à moi. On ne me l'a pas demandé, j'étais attendu, et quand j'hésitais, l'air changeait. Denise inclinait légèrement la tête, comme si elle ne pouvait pas croire que j'évoquais quelque chose d'aussi grossier que l'argent. Laurence riait, vous ne comptez plus les centimes maintenant, n'est-ce pas? Et Marbelle? Eh bien, elle me regardait avec ce sourire déçu comme si je gâchais l'ambiance. Une fois, j'ai payé pour une croisière en famille. Je n'y ai même pas assisté. J'ai eu un conflit de travail et ils m'ont dit qu'il était trop tard pour annuler le tarif de groupe. Mais nous comprenons. Denise a envoyé un texto, merci de rendre cela possible pour tout le monde. Cette phrase m'est restée.
Je n'étais pas un invité, j'étais la banque et je l'ai accepté. Pendant des années, je me suis dit qu'il était plus facile de penser que maintenir la paix coûtait moins cher que de remettre en cause l'ensemble du système. Je ne voulais pas être un gendre difficile, je ne voulais pas que Mirabel se sente gênée, je ne voulais pas perdre l'illusion d'avoir enfin ma place quelque part. Mais les illusions coûtent cher, surtout quand on les paie en silence. Le soir qui a suivi l'incident du brunch, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert un vieux dossier intitulé Événements interfamiliaux. Autrefois, c'était censé être une plaisanterie, un endroit pour conserver les factures, les itinéraires, toute cette logistique dont Marbel ne voulait pas s'occuper. Mais alors que je parcourais les dossiers, quelque chose s'est retourné dans mon estomac. Les reçus, les réservations de voyage, les contrats de restauration, les fournitures de fête, les devis, et chacun d'entre eux portait mon nom en bas, ma carte, ma confirmation, ma signature. J'en ai trouvé un il y a 2 ans, le toast à la retraite de Denise. Elle n'a pas pris sa retraite, elle a été temporairement enroulée et a organisé une fête pour marquer un nouveau départ. Cela a coûté 4800 $. Je me souviens du chiffre exact car j'ai dû déplacer le paiement d'une voiture pour le couvrir. J'ai demandé à Marbel si nous pouvions réduire nos dépenses. Elle sourit et dit, « Bébé, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de souvenir. » Je me demande maintenant si elle s'en souvient. J'ai passé des heures à cataloguer chaque coup. Je ne le faisais pas par mesquinerie. J'avais besoin de clarté. J'avais besoin de me prouver que je ne l'avais pas imaginé, que je n'avais pas simplement mal compris la générosité, parce que pendant longtemps c'est ce que je craignais, que peut-être j'étais juste mauvais en amour, que peut-être que je donnais. Jusqu'à ce que tu te casses, c'était le but. Mais en regardant ces dossiers, je l'ai finalement vu clairement, ce n'était pas de l'amour. C'était un effet de levier. Et ce qui a aggravé les choses, ce qui a donné l'impression que c'était une trahison, c'est que personne ne m'a jamais demandé si j'allais bien. Personne n'a remarqué quand j'ai perdu 10 livres à cause du stress un été en essayant d'équilibrer les vacances en famille et une fusion professionnelle. Noël, après un argumentaire commercial raté. Ils ont tous célébré ce que j'avais fait pour eux, jamais qui j'étais. Une fois lors d'un dîner de famille, Marabel a porté un toast. Elle dit à Julien, l'homme qui fait que tout fonctionne, nous serions perdus sans lui. Tout le monde a applaudi. Denise m'a jeté un regard affectueux, Laurence m'a même tapoté le dos et j'ai souri. J'ai souri si fort que mes joues me faisaient mal, mais à l'intérieur je me souviens avoir pensé, alors pourquoi je ne me sens pas vu? J'ai pensé à mes propres parents ce soir-là, ma mère qui travaillait de nuit mais qui me laissait quand même des notes manuscrites dans ma boîte à lunch. Mon père qui n'a pas dit grand-chose mais qui a passé 4 heures à m'aider à réparer une chaîne de vélo cassée, en silence. Ils n'étaient pas expressifs, mais ils étaient cohérents. Ils m'ont donné ce qu'ils avaient. Ils ne l'ont pas pris sans demander. Ils n'ont pas transformé la gratitude en monnaie d'échange. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Il s'agissait d'une question d'identité, de la façon dont je me laissais transformer en quelque chose d'utile plutôt que de respecter. C'est facile de dire qu'ils étaient le problème, mais c'est moi qui ai laissé faire. C'est moi qui n'ai pas dit non, j'étais celui qui a pris la conformité pour l'amour. Et maintenant, je devais y remédier, non pas par la vengeance, pas par des cris, mais par le genre de limite qui n'a pas besoin d'être annoncé, mais simplement appliqué. J'ai fermé le dossier et enregistré tous les fichiers sur un lecteur protégé par mot de passe. Je l'ai intitulé Chronique, parce que c'est ce que c'était maintenant, une histoire. Quand j'étais enfin prêt à réécrire, Marbel est entrée pendant que je préparais le thé. Elle n'a rien dit au début. Elle restait là, les bras croisés. Je fouille mon visage, comme si elle cherchait l'ancienne version de moi, celle qui ne repoussait pas, celle qui absorbait les caprices de sa famille comme une éponge imbibée de crédit. « Mais tu as changé », dit-elle finalement. J'ai remué le thé lentement. Non, j'ai arrêté de faire comme si je n'avais pas remarqué. Elle n'aimait pas cette réponse. Mais elle n'a pas discuté. Et j'ai pris ce silence comme le premier moment honnête que nous avions eu depuis des années. Quand Antia a appelé, j'ai failli ne pas décrocher. Son nom a allumé mon téléphone un peu après 22 heures ce soir-là et je l'ai regardé pendant un moment, ne sachant pas s'il était réel. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an, pas depuis qu'elle avait sauté Thanksgiving et que tous les membres de la famille Cross avaient agi comme si elle avait commis une autre trahison. Elle a toujours été dramatique. Denise avait dit qu'elle pense qu'avoir des principes est une personnalité. Mais maintenant, alors que le téléphone sonnait dans ma main, je me souvenais de la force tranquille de Théa, de la façon dont elle m'avait serré l'épaule alors que personne ne la regardait et m'avait dit,
tu n'es pas obligé de continuer à jouer à leur jeu. J'ai répondu, bonjour. Une pause puis, sa voix, ferme et chaleureuse, j'ai entendu ce que tu as fait. Elle a dit, pas de bavardage, pas de prétention, juste ça. Je n'ai rien dit au début. Je ne savais pas ce qu'elle savait ni qui lui avait dit, mais elle a poursuivi, Marbel a appelé les gens à jouer aux victimes. Vous lui avez servi un brunch, hein? J'ai expiré lentement. Je ne voulais pas de scène, je voulais qu'une ligne soit tracée. Elle a ri. Eh bien, chérie, je veux juste que tu saches. J'aurais aimé le faire en premier. J'ai souri sans le vouloir. C'était la première fois depuis des jours que quelqu'un disait quelque chose sans l'enrober de sucre, sans le faire tourner ou faire semblant de l'être. Choqué. Théa n'a jamais fait partie du cercle, pas vraiment. Elle a pris ses distances il y a des années lorsque Laurence a perdu une partie de l'héritage familial à cause d'un investissement raté et a essayé de l'attribuer à ses conseils. Elle est sortie d'un dîner du dimanche, les a traités en face et n'est jamais revenue. Tu étais juste, les hommes calmes sont les plus faciles à rater. Elle a proposé de se rencontrer pour prendre un café. Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin dans un petit café à 2 pâtés de maison de son appartement. Pas de musique jazz, pas de mimosa pétillant, juste du café noir et 2 personnes qui n'avaient pas besoin de jouer. Elle avait la même apparence, des mèches grises dans les cheveux, un manteau de taille trop grand, un sac à main plus vieux que mon mariage. Mais elle avait l'air vivante comme Denise ne l'avait jamais été. Elle ne portait pas de masque. J'ai sauvé des choses, dit-elle après notre 2e gorgée. Je sais que cela semble étrange, mais après l'explosion d'un anniversaire il y a 5 ans, j'ai commencé à tenir des registres, des captures d'écran et des notes. C'était comme si j'avais besoin d'une preuve que je n'étais pas fou non plus. Elle sortit un mince dossier de son fourre-tout. À l'intérieur se trouvaient des photos, des courriels et même une lettre de Denise accusant Théa d'être hostile à la tradition simplement parce qu'elle refusait de payer pour la fête nuptiale de quelqu'un d'autre. Elle me l'a tendu comme si c'était un cadeau. J'ai feuilleté les pages. Pourquoi n'as-tu pas parlé avant moi, dit-elle, mais pas assez fort pour résonner dans les flûtes à champagne. Mais ce n'est pas grave, tu parles maintenant. Nous avons parlé pendant des heures de la famille, des modèles, de toutes les manières dont le contrôle peut s'habiller de fête. Théa m'a raconté comment Marbel avait appris dès son plus jeune âge que la manipulation n'était qu'une autre forme de charme. Tu n'étais pas aveugle, dit-elle. Vous étiez conditionné. Il vous félicite tant que vous êtes utile. Dès que vous le remettez en question, ils disent que vous avez changé. Ces mots ont frappé fort. J'ai pensé à chaque instant. J'ai douté de moi. Chaque fois que je demandais à Marbel si quelque chose n'allait pas, elle me répondait, tu es sensible. Chaque fois que je remettais en question une accusation, elle me répondait, pourquoi as-tu si froid? C'était toujours une performance, le ton blessé, les yeux écarquillés, la moue d'entraînement, et je suis tombé dans le panneau parce que j'étais désespéré de ne pas être le méchant. Mais maintenant, assis en face de quelqu'un qui avait choisi l'exil. Au-delà de l'habilitation, je me sentais moins seul. Théa n'était pas amère. Elle était claire. Elle n'avait pas perdu sa famille. Elle s'était libérée d'un contrat qu'elle n'avait jamais signé. Et peut-être, juste peut-être, que je pourrais faire la même chose. J'ai besoin de plus qu'une validation émotionnelle, dis-je en poussant doucement le dossier vers ma mallette. J'ai besoin de preuves, de modèles, de traces écrites. J'ai besoin que cela soit solide. J'en ai plus, a-t-elle déclaré. Je pensais que tu pourrais venir un jour. J'ai conservé des copies des budgets des parties, des virements bancaires et même quelques notes vocales. Elle m'a regardé attentivement. Tu n'es pas le seul à avoir été brûlé, mais tu es le premier à ne pas prétendre que ça ne faisait pas mal. Plus tard dans la soirée, j'ai envoyé un email à Madame Roy, mon avocate, pour lui parler des archives de Théa. Commencez à les organiser, répondit-elle. Nous allons construire un mur de papier si haut qu'ils devront escalader la vérité juste pour discuter avec vous. Théa a envoyé plus de fichiers le lendemain, des factures, des captures d'écran de discussion de groupe où Denise a demandé aux membres de la famille d'utiliser la carte de Julien, cela ne le dérangera pas. Et même un fil de discussion de groupe d'anniversaire où Marbel se vantait d'avoir obtenu $3000 de vibrations gratuitement. Je suis resté longtemps assis avec ces mots. Vaut des vibrations, c'est ce que je suis devenu. Monnaie pour une esthétique. Mais le plus accablant était un message que Marbel a envoyé à son cousin lors de la planification de son anniversaire. Ne vous inquiétez pas du budget, a-t-elle écrit.
Julien cède toujours dès qu'il voit les bougies. Comme si mon cœur était un interrupteur, elle pouvait basculer avec un sourire au bon moment. J'ai tout imprimé et soigneusement classé, pas pour me venger mais parce que j'avais besoin de tout voir au même endroit, parce que parfois la vérité ne crie pas. Il reste tranquillement là, attendant d'être lu, et j'ai lu chaque ligne. Cette nuit-là, j'ai envoyé un texto à Théa, « Merci, tu n'avais pas besoin d'aider. » Elle a répondu en quelques secondes. Aider n'est pas un fardeau quand quelqu'un dit finalement non. Ce mot non résonnait sans cesse dans ma tête, un mot que je n'avais pas assez utilisé, pas une seule fois dans toutes ces années de cadeaux, de culpabilité et de doux coups de coude vers l'addition. Je pensais que dire oui me rendait généreux. Il s'avère que cela m'a rendu invisible. J'ai commencé à pratiquer ce mot tranquillement. Au début, j'ai refusé une invitation à dîner du cousin de Marbelle. J'ai ignoré le texto de Denise me demandant si je pouvais me conseiller sur un petit pré-rénovation. Je n'ai pas expliqué, je n'ai pas justifié, je ne l'ai tout simplement pas fait, et le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel merci que j'avais jamais reçu. Théa m'a envoyé un dernier fichier cette semaine-là, un enregistrement d'un brunch il y a 2 ans. Marbelle était sur haut-parleur et parlait à quelqu'un nommé Trisha. Elle riait. Julien est comme un meuble, dit-elle, toujours là, toujours utile, et on n'y pense pas à moins qu'il ne se brise. J'ai interrompu l'enregistrement à mi-chemin, non pas par choc mais par reconnaissance. Cette phrase, si désinvolte, résumait exactement ce que j'avais ressenti pendant des années, mais jamais dite à voix haute. Je n'étais pas son partenaire, j'étais son accessoire, jusqu'à présent. La première vague a frappé la discussion du groupe familial un mardi matin. Tout a commencé avec le message de Marbelle, à peine voilé comme une lamentation de victime. Certaines personnes ne comprennent vraiment pas ce que signifie soutenir la famille de son conjoint. J'ai donné tout ce que j'avais et maintenant je suis puni pour cela. Les mots débordaient de fierté blessée. Elle l'a suivi d'une photo de l'enveloppe avec laquelle je lui ai fait servir, tenue dramatiquement à côté d'une tasse de thé intacte. J'ai regardé l'écran pendant un moment avant de mettre complètement le chat en sourdine. Ce qui a suivi était exactement ce à quoi je m'attendais. Denise a d'abord répondu avec 3 émojis au visage en colère, suivi de « c'est absolument honteux. La famille devrait gérer les choses en privé ». Laurence a ajouté quelque chose à propos de moi, toujours tendu. Noël a posté un seul « waouh », comme si la discussion de groupe familial était un public à impressionner. Puis Camilla a écrit « Je suis sûr que Julien a ses raisons, mais c'est froid ». Celle-là m'a vraiment fait rire. Camilla, qui ne m'avait pas parlé depuis que j'avais arrêté de payer sa voiture, tout à coup tout le monde s'est rappelé que j'existais, parce que j'avais arrêté de payer pour être invisible. Je n'ai pas répondu, pas là, pas alors. Au lieu de cela, je leur ai donné la seule chose à laquelle aucun d'entre eux n'était préparé, le silence, le genre de silence qui met les gens mal à l'aise, le genre qui les oblige à remettre en question leur propre récit. Et pendant qu'ils s'agitaient dans leur performance dans le showroom, je préparais quelque chose de mieux, quelque chose de plus calme et de beaucoup, beaucoup plus fort. Madame Roy, mon avocate, venait de terminer la compilation du dossier financier, 63 pages de long, onglet et détaillé avec une clarté laser, date, montant en dollars, catégorie, capture d'écran, note VMO. Message texte de Marbelle demandant des transferts de dernière minute pour juste une petite affaire de spa avec maman. Cela s'est avéré être une retraite d'une journée complète avec un massu privé et un déjeuner avec traiteur. Je me souviens d'être assis au bureau ce jour-là, de manger une barre protéinée à mon bureau, en me demandant si je serais en mesure d'effectuer le paiement hypothécaire plus tôt pour éviter les intérêts. Nous avons préparé un fichier numérique pour examen, protégé par mot de passe, traçable par nombre de vues. Et puis j'ai fait l'impensable, je l'ai envoyé au chat du groupe familial. Aucune explication, pas de coup de gueule, juste un message en ligne. Puisque la transparence est importante, veuillez voir ci-joint, puis le lien. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai posé face contre terre sur le comptoir et je me suis préparé à déjeuner. Un vrai repas, pas une barre granola, du poulet et du riz, un verre d'eau avec du citron. J'ai mangé en paix pendant que le monde numérique explosait derrière l'écran. Lorsque j'ai rallumé le téléphone, 4 heures plus tard, il y avait 87 messages non lus. Le premier venait de Denise. Comment oses-tu envoyer des données personnelles au groupe comme ça? Vous devriez avoir honte. Le deuxième de Laurence. C'est une affaire privée, Julien. Vous entraînez la famille dans votre amertume. Puis Carmen, la sœur cadette de Marbelle, qui restait habituellement en dehors du drame familial,
a envoyé un message qui n'était qu'un « Attendez, est-ce que tout cela est réel ?» Elle avait ouvert le document. Je pouvais voir le journal d'accès. Elle n'était pas la seule. Chaque membre de la famille avait cliqué dessus au cours de la première heure. Certains l'ont vu 2 fois. Denise l'avait ouvert 5 fois. Puis vint le silence. C'est à ce moment-là que j'ai su que ça fonctionnait. Le mouvement suivant est venu de Laurence. Il m'a envoyé un long email écrasé me demandant de me rencontrer pour un café. Réglons ça comme des messieurs. Il a écrit, pas besoin de faire appel à des avocats pour les reçus. Il a joint son propre PDF, une vieille photo de mariage de Marbel et moi debout devant cette villa côtière louée pour laquelle j'avais payé, comme si la nostalgie pouvait effacer un schéma de vol. J'ai transmis le courriel à Madame Roy. Elle a répondu par 3 mots, laissez-les paniquer. Le lendemain, Denise m'a envoyé un message vocal. Sa voix était en larmes, épuisée, pleine de douleurs performatives. « Julien, je n'arrive pas à croire que tu fais ça. Nous t'avons traité comme une famille. Nous t'avons fait confiance. » Mais elle a ajouté un autre message avant que je puisse. Marbel a toujours donné l'impression que tu aimais simplement payer pour des choses, comme si tu te sentais en contrôle. Cela m'a arrêté, j'ai aimé ça? Un homme qui aime être utilisé, un portefeuille ambulant qui a pris la servitude pour la masculinité? Fin du la semaine dernière, la nouvelle s'était répandue au-delà de la discussion de groupe. Un cousin dont je n'avais pas entendu parler depuis des années m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux, « Mon frère, ce document était sauvage. Fier de toi. » Un ami de Marbel m'a envoyé un message qui disait simplement, « Merde, tu leur as vraiment montré des reçus, des reçus. » Toute la situation était devenue virale au sein de leur petite bulle d'élite, non pas parce que je faisais du bruit, mais parce que les preuves étaient silencieuses et nettes comme du verre. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait comprendre, c'était ceci, je n'avais pas crié, je n'avais injurié personne, je n'avais pas injurié. J'avais simplement laissé parler les faits. Et les faits ne clignent pas des yeux. Marbel a tenté de reprendre le contrôle. Le dimanche suivant, elle annonça un petit dîner de famille chez sa tante. Sa raison invoquée, purifier l'air, expliquer les choses avant qu'elles ne se déforment davantage. Traduction, elle voulait contenir le feu. J'ai été invité, bien sûr. J'ai répondu oui, non pas parce que je voulais des excuses, mais parce que je voulais qu'ils me disent les mêmes choses en face, alors que la vérité restait entre nous comme un invité que personne ne voulait reconnaître. Je suis arrivé tôt au dîner, exprès. Je voulais voir qui souriait par habitude et qui hésitait en me voyant. Au moment où j'ai franchi la porte, l'énergie a changé, pas de façon spectaculaire, pas avec des halètements ou du silence, mais avec cette raideur subtile que l'on ne remarque que lorsque tout le monde fait semblant de ne pas vous regarder. La famille Cross avait toujours été bonne en performance, mais ce soir, leur ligne était fragile. Je pouvais le sentir quelque chose entre le romarin et l'effroi. Le décor était typique de la longue table à manger en acajou, bougies coniques, marque place aux délicates lettres cursives, des arômes gourmands flottaient dans la pièce, canard rôti lentement, ail, pommes de terre truffées, légumes sautés empilés comme une sculpture. Denise croyait toujours que la présentation des aliments pouvait tout arranger. Laurence m'a accueilli avec une poignée de main molle, son autre main tenant déjà un scotch. « Je suis content que tu aies réussi, dit-il, d'une voix un peu trop ferme. Passons juste une soirée civile, hein? » J'ai hoché la tête, toujours civile Laurence. Denise arriva ensuite, son expression peinte sur Julien. Elle a dit, « Merci d'être venu. Nous espérons que cela pourra être productif. » Je n'ai rien dit, je suis juste passé devant elle et j'ai pris ma place en 3e position à partir de la tête, là où Marbel avait toujours l'habitude de me placer, pas trop près du pouvoir, pas trop loin pour paraître sans importance. Je l'ai vue marcher quelques minutes plus tard. Elle m'a fait un signe de tête comme si j'étais un invité à l'ouverture d'une galerie et je lui ai rendu l'appareil. Le dîner a commencé avec Denise levant un verre à la famille. Dit-elle d'une voix trop brillante, dans la force que l'on trouve lorsque nous affrontons les choses ensemble. Je n'ai pas levé le mien, j'ai juste regardé mon verre d'eau et j'ai attendu que quelqu'un mentionne le document. Ils ne l'ont pas fait, pas pendant la première heure. Au lieu de cela, ils l'ont contourné sur la pointe des pieds. Camilla a parlé d'une retraite de yoga qu'elle prévoyait. Noël a partagé quelque chose sur une entreprise dans le domaine de l'art numérique. Même Carmen, habituellement la plus calme, essayait de garder une ambiance légère, mais je pouvais voir les fissures se former. Leurs sourires se contractèrent. Trop souvent, ils évitaient le contact visuel.
Et chaque fois que quelqu'un parlait d'argent, la pièce se resserrait un peu. Puis, à mi-chemin du plat principal, Carmen est arrivée, en retard, cheveux en bataille, yeux brillants. Elle n'a jamais été du genre à se polir, mais ce soir, on aurait dit qu'elle n'avait pas du tout prévu de venir. Mirabel lui lança un regard, un de ces regards d'avertissement serrés que seules les sœurs peuvent échanger, mais Carmen l'ignora et s'assit juste en face de moi. Désolée, marmonna-t-elle, trafic. Elle se servit un généreux verre de vin. Et puis, sans avertissement, a-t-elle déclaré, alors, allons-nous rester assis ici à faire semblant? Marbel ne s'est pas vanté d'avoir mis tout le dîner sur la carte de Julian parce qu'il lui devait d'être ennuyeux. Le silence qui suivit ne dura pas. C'était explosif dans la mesure où il essayait d'être immobile. Denise se figea à mi-coupe. Laurence s'étrangla avec une gorgée. La fourchette de Marbel tinta trop fort lorsqu'elle la laissa tomber. Carmen Marbel siffla, « Qu'est-ce qui se passe ?» Non, sérieusement. Carmen était légèrement brouillée, ses mots étaient vacillants mais tranchants. Tu m'as dit au brunch, souviens-toi que tu as dit que Julian avait de la chance. Je suis resté avec lui aussi longtemps. Le moins qu'il puisse faire est de payer pour un peu d'ambiance. Mes mains sont restées sur mes genoux. Je n'ai pas bronché, je n'ai même pas souri. Je viens de te regarder, j'ai dit qu'il était comme quoi, était-ce un sponsor? Ouais, tu as mérité ce dîner avec toutes les années que tu as passées à faire semblant d'apprécier ces feuilles de calcul. Denise a laissé tomber son couteau. Ça suffit, Carmen, non, non, dit Carmen en se penchant en avant. Ne cachons pas la vérité, tante Denise. N'est-ce pas pour ça que nous sommes ici pour purifier l'air? Marbel se leva. Puis sa voix se brisa, tu es ivre, bien sûr. Le dit Carmen en lui faisant signe de s'éloigner. Mais... je ne mens pas. Elle me regarda finalement et il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, juste une honnêteté fatiguée que je n'avais pas vue depuis Théa. Avant, je pensais que tu étais juste tendu, trop calme, trop sérieux. Mais tu essayais juste de survivre dans une maison pleine de miroirs. Et sur ce, elle s'affala légèrement dans sa fourchette de siège, toujours à la main, un morceau de canard à la truffe, intact et refroidissant lentement. Mirabel n'a plus dit un mot. Elle s'est assise. Denise attrapa son vin, mais sa main tremblait. Laurence marmonna quelque chose à propos du dessert, mais ne bougea pas pendant un instant. Le seul son était celui de Carmen fredonnant pour elle-même, se balançant légèrement, comme si elle avait laissé tomber un poids et flottait. Peu après, j'ai ramassé ma serviette, je l'ai pliée proprement et je l'ai placée à côté de mon assiette. Eh bien, dis-je doucement. C'était éclairant. Puis je me suis levé. Personne ne m'a arrêté. Mirabel ne leva pas les yeux. Denise fixait la nappe comme si elle pouvait effacer le passé par un simple contact visuel. Carmen avait déjà glissé un talon et riait toute seule. Je me suis dirigé vers la porte, j'ai enfilé mon manteau et je suis sorti dans le froid. L'air était plus pur, comme s'il ne voulait rien de moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai démarré le moteur. La maison derrière moi restait éclairée mais silencieuse. Personne n'est venu en courant, personne n'a crié après moi, personne ne m'a supplié de revenir parler parce que finalement, pour une fois, ils ont tous compris ce que ça faisait d'être sans voix, et je n'ai pas eu besoin de crier pour y arriver. Une semaine s'est écoulée après le dîner et le silence n'est pas seulement revenu, il a mûri. C'est devenu le genre de silence que l'on peut entendre même dans son sommeil. Ni creux, ni vide. Je viens de terminer, je n'ai plus vérifié le chat du groupe familial. Je n'ai pas ouvert les bulles de texte de Marbel, même lorsque j'ai vu l'indicateur de frappe clignoter pendant quelques minutes avant de disparaître à nouveau. Je n'en avais pas besoin. Nous avions dépassé le point où les mots pouvaient fixer ce que les faits avaient déjà exposé. J'ai frappé à la porte un jeudi après-midi, alors que j'examinais les rapports trimestriels dans mon bureau à domicile. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé un crieur debout avec un presse-papier et une enveloppe en métal rigide. Livraison certifiée, dit-il sans même prendre la peine de croiser mon regard. J'ai signé, pris le paquet et fermé doucement la porte derrière moi. Je savais déjà de qui ça venait. Pas d'adresse de retour, pas de fioriture, juste le papier à en-tête en relief du nouvel avocat de Marbel. Je l'ai ouvert à la table de la cuisine, lentement, méthodiquement, comme si j'avais été entraîné à gérer des choses qui pourraient faire mal. Dans une proposition formelle, un plan de paiement. Selon la lettre,
Marbel proposait de rembourser la totalité de 15 274,88 $ sur une période de 6 ans, à raison de $200 par mois. La lettre le décrivait comme un geste de bonne foi en faveur d'une résolution et me demandait de considérer l'histoire de la vie partagée et les contributions apportées en dehors des canaux financiers. En fait, j'ai ri. Je n'avais pas ri depuis des jours, pas depuis que Carmen avait renversé son vin et la vérité à table, mais c'était Gaulle en tailleur-pantalon. J'imaginais Marbel assise dans le bureau de son avocat, expliquant ses contributions émotionnelles à ma ruine financière comme s'il s'agissait d'éléments sur un CV. Je me suis versé un verre d'eau et j'ai posé les papiers. À côté de mon déjeuner, un sandwich au thon et des chips, le genre de modeste repas moulu dont on se moquait autrefois pour avoir mangé lors des pique-niques luxueux de Denise, les petits déjeuners de Julien où il plaisantait. Si sérieux, si humble. C'était censé être mignon. Ce n'était pas le cas. Après avoir mangé, j'ai scanné les documents et les ai envoyés par courrier électronique à Madame Roy. Sa réponse est arrivée 2 heures plus tard, rejet envoyé, contre-offre révisée ci-jointe. Soyons clairs, nous ne jouons pas à des jeux. La contre-offre était croustillante et mortelle, remboursement intégral dans les 90 jours où nous déposons une demande d'allocation sur le futur héritage de Marbel du domaine familial Cross. La clause avait été ajoutée discrètement grâce à une information que Théa avait laissée tomber pendant le café. Il s'avère que Laurence avait réservé une propriété pour Marbel et Carmen dans son plan successoral. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. J'ai approuvé le compteur, je l'ai signé électroniquement et je suis retourné à mon travail. Ce soir-là, alors que je vérifiais la caméra de sécurité de la porte, j'ai remarqué une femme debout devant l'entrée de mon immeuble à 21h43. Marbel, les cheveux lâchés, un sweat à capuche sur sa robe, le maquillage légèrement taché comme si elle avait retenu ses larmes mais ne voulait pas les laisser couler. Elle n'a pas frappé. Elle est restée là pendant 3 minutes à regarder le 2e étage où la lumière de mon balcon était toujours allumée. Puis elle a sorti son téléphone et est partie. Le lendemain matin, la vidéo est arrivée. Pas un message, pas un appel, une vidéo de 38 secondes. Elle était assise dans sa voiture, les yeux rouges, le doux bourdonnement de la circulation en arrière-plan. « Julien », dit-elle à voix basse, « pas de maquillage maintenant, juste à vif, ou faisant semblant de l'être, je ne sais pas ce que je pensais qu'il se passerait. Je suppose que je pensais que tu crierais, que tu sortirais en trombe, que tu ferais une scène. Pas ça, pas cette version de toi. Je ne peux pas atteindre. » Elle fit une pause. « Vous avez tout gâché. Vous savez tout. Mes parents sont furieux, Carmen me parle à peine et je ne peux même pas entrer dans un brunch sans que les gens ne chuchotent. » Elle s'essuya la joue. « Vous n'avez pas seulement brûlé le pont, vous avez documenté l'incendie et ensuite l'écran est devenu noir. J'ai regardé la vidéo une fois, une seule fois. Ensuite, je l'ai transmis à Madame Roy, je l'ai marqué comme tentative de manipulation émotionnelle numéro 2 et j'ai fermé le fil de discussion. Je n'ai pas répondu car la vérité est que je n'avais rien gâché. J'ai juste arrêté de jouer. Pendant des années, je leur ai permis de prétendre que j'étais d'accord avec le fait d'être le mari silencieux, funéraire, oubliable, l'homme dont le nom n'était jamais sur l'invitation mais toujours sur la facture. Je l'ai autorisé parce que je pensais qu'être un homme bien signifiait porter du poids. Personne n'a vu. Mais ils n'ont pas respecté le poids. Ils ont simplement ajouté davantage. Maintenant que je l'avais posé, ils étaient furieux. Plus tard dans la soirée, j'ai préparé un dîner simple, des pâtes à l'huile d'olive et du pain au basilic et à l'ail. Sur le côté, j'ai allumé une bougie, non pas parce que j'essayais d'être romantique avec moi-même, mais parce que j'aime la façon dont la flamme bougeait quand il n'y avait pas de vent. Stable, comme la paix, comme la détermination. Après le dîner, j'ai sorti une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années. Il était rempli de cartes d'anniversaire, de notes de Mirabel écrites dans sa cursive fluide et dramatique à l'homme qui donne et donne, « Je ne te mérite pas ». J'avais l'habitude de lire ça et j'en suis fier. Maintenant, cela se lisait comme une confession. J'ai jeté la plupart d'entre eux dehors, ni par colère, ni par amertume, juste avec le genre de calme qui suit une décision déjà prise. À la fin du week-end, la famille Cross était devenue totalement silencieuse. La discussion de groupe n'avait pas busé depuis des jours, Denise n'avait pas posté son montage habituel pour le brunch du dimanche, Laurence n'avait pas envoyé de citation philosophique par courrier électronique, Noël ne m'avait pas envoyé une autre opportunité de cryptographie, rien. Et pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé ce que signifiait ce silence. Je n'étais pas seulement libre de leur bruit, j'étais libre de leur portée.
Il y a un son de paix que vous ne reconnaissez qu'une fois que vous avez vécu sans lui pendant assez longtemps. Cela ne s'annonce pas, cela ne s'écrase pas dans votre vie. Cela arrive doucement, comme si vous fermiez un onglet de navigateur que vous aviez ouvert depuis des années mais que vous n'aviez jamais vraiment regardé l'arrière-plan. Le bruit a disparu, le bourdonnement s'arrête et tout à coup vous êtes juste là avec vous-même, sans avoir besoin de jouer pour qui que ce soit. C'est ainsi que la vie est devenue dans les semaines qui ont suivi. Fini les discussions de groupe en famille, plus d'alertes de cartes de crédit inexpliquées, plus de regards latéraux sur les tables en attendant que quelqu'un me remette le chèque avec un sourire et une blague. Le calme m'a semblé étrange au début, comme si je traversais une maison familière après qu'elle ait été vidée. Des échos de mon ancien moi s'accrochaient au mur, mais les meubles avaient disparu. J'ai emménagé dans un nouvel appartement à l'autre bout de la ville, plus petit et plus propre. Pas de coussin avec des initiales que je n'ai pas choisies, pas de photos de brunch encadrées. Je n'avais aucun souvenir d'avoir apprécié Just a Spacey Could Build from Scratch. J'ai installé mon bureau près de la fenêtre. La porte du balcon s'est suffisamment ouverte pour laisser entrer les bruits de la ville. De temps en temps, j'entendais la circulation, un chien aboyer, quelqu'un rire en bas. Rien qui me demandait quoi que ce soit et qui me paraisse en quelque sorte une richesse. J'ai commencé à faire de petites choses que j'avais oubliées. J'adorais cuisiner des repas simples sans chercher à impressionner qui que ce soit, me promener sans avoir besoin d'une destination, écouter des disques de jazz le soir, non pas pour une ambiance ou un dîner, mais pour moi-même. Mes performances professionnelles ont augmenté, mes emails sont devenus plus précis, ma concentration s'est resserrée. J'ai arrêté d'hésiter avant de prendre la parole en réunion. J'ai commencé à investir du temps sur moi-même, pas seulement à protéger le confort des autres. J'ai annulé chaque compte joint, chaque paiement automatique, chaque abonnement. Marbel s'était faufilé sur mes cartes. J'ai demandé son retrait comme contact d'urgence et j'ai désigné mon ami Alan à la place, un homme qui m'a un jour conduit à l'hôpital à 2 heures du matin avec un saignement de nez et aucune plainte. Le genre de fidélité qui ne demande rien, le genre qui ne se présente pas avec des factures déguisées en gratitude. Tante Théa m'a envoyé un panier la semaine suivante. Pas une carte, pas un texte, un vrai panier, du fromage, du vin et une carte manuscrite qui disait simplement « Fier de toi, neveu ». C'est bien de s'éloigner du bruit. Je l'ai épinglé sur mon frigo, pas le panier, juste la carte. Le réfrigérateur était encore presque vide, juste des restes et de l'eau, mais cette carte donnait l'impression que c'était quelque chose de sacré. Un après-midi, je suis allé à la banque pour fermer le dernier compte joint. La banquière, une gentille femme nommée Ruth, a levé les yeux de l'écran et a dit « On dirait que vous avez fait le ménage. » Oui, dis-je, sans même élever la voix. Elle sourit comme si elle comprenait. Peut-être qu'elle l'a fait. Peut-être que tout homme tranquille qui dit finalement non, entre un jour dans une banque et efface le nom de quelqu'un d'autre de sa vie. Plus tard dans la nuit, je me suis assis sur le canapé avec un livre auquel je n'avais pas touché depuis des années. C'était un cadeau de mon père, un homme peu bavard mais à l'instinct aiguisé. Il m'a dit un jour, la générosité sans frontières est une sorte de suicide lent. À ce moment-là, je pensais qu'il avait juste froid. Maintenant, je le voyais tel qu'il était, un avertissement que j'avais ignoré. J'ai lu quelques chapitres, puis j'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait sur les toits, doré et lent. Mon téléphone a sonné une fois, un numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner. La paix ne concerne pas seulement ceux que vous expulsez, mais également ceux que vous ne laissez pas rentrer. L'appartement était calme. Personne ne demande ce qu'il y a pour le dîner, personne ne se plaint de la disparition du chargeur. Aucune accusation d'être trop sérieux ou trop indisponible simplement parce que j'avais arrêté de faire des miracles. Juste moi et une playlist que j'avais créée il y a des années mais que je n'avais jamais écoutée. La piste 4 était un morceau de train froid qui ressemblait à de la soie sur un os. Il a joué pendant que j'ouvrais mon ordinateur portable et archivais un vieux dossier intitulé Cross Family Finance, non supprimé, juste mis de côté. Je n'avais plus besoin de preuves, j'avais le résultat. J'ai recommencé à tenir un journal. Pas de longues entrées, juste des notes courtes et honnêtes. Aujourd'hui, j'ai fait mes courses et je n'ai pas vérifié le solde bancaire. Je me sentais bizarre, je me sentais bien. Je n'ai reçu aucun SMS aujourd'hui, je ne les ai pas manqués. Tante Théa a dit que j'ai l'air plus léger au téléphone. Je pense qu'elle a raison. Je n'avais pas besoin de validation, j'avais juste besoin d'un enregistrement de ce que cela faisait de récupérer un moi dont je ne savais pas qu'il manquait jusqu'à ce que j'entende le calme de son retour.
Parfois, je pensais encore à Marbelle, pas avec envie, pas avec haine, juste en observation. Une femme bâtie pour l'admiration, pas pour le partenariat. Elle était le genre de personne qui avait plus besoin de miroir que de fenêtre. Et j'avais passé trop de temps à essayer d'être le cadre. Je me demandais ce qu'elle disait aux gens maintenant. Probablement que j'ai changé, que j'ai eu froid. Peut-être que j'avais prévu de me venger depuis le début. Cela n'avait pas d'importance. Cette partie de ma vie avait été une série dans laquelle je n'avais jamais été choisi, juste le producteur qui payait la facture. Et voilà que le rideau était tombé. Un soir, Alan m'a invité à dîner. Une simple rencontre. Pas de spectacle, juste du bon steak et des blagues stupides sur nos années universitaires. Sa femme m'a tendu une bière et m'a dit, « Tu as l'air en meilleure santé. » Ce mot m'est resté, pas plus heureux, pas plus riche, en meilleure santé, comme si j'avais été malade et que j'avais enfin commencé à guérir. En rentrant chez moi ce soir-là, je suis passé devant une boulangerie que Mirabelle adorait. Pendant un moment, j'ai pensé à entrer pour voir si les tartelettes au citron étaient toujours bonnes, mais j'ai continué à marcher. Certaines portes n'ont pas besoin d'être rouvertes simplement parce qu'elles sont déverrouillées. À la maison. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai souri à la carte de Théa. Ensuite, j'ai pris une bouteille de vin, j'en ai versé un seul verre et je suis monté sur le balcon. Les lumières de la ville clignotaient comme de douces étoiles en contrebas. Un vent frais effleurait mon visage. Je me suis assis, j'ai bu une gorgée et j'ai écouté. Pas de téléphone, pas de demande, pas de culpabilité déguisée en gratitude, juste le son de rien n'ayant besoin de moi et moi n'ayant pas besoin d'expliquer pourquoi. C'était finalement magnifiquement bien. La dernière fois que j'ai vu Marbelle en personne, c'était au mariage de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas prévu. Je n'étais même pas censé y assister jusqu'à ce que mon collègue, Nat, l'un des garçons d'honneur, me demande de remplacer son frère qui avait abandonné à la dernière minute. J'ai failli refuser. Je n'aimais pas l'idée d'être entouré de fleurs et de discours pour toujours, mais quelque chose m'a dit de dire oui, pas pour la cérémonie, pour la clarté. Le lieu était un espace événementiel aux parois de verre du centre-ville, juste assez loin de la ville. Un bruit qui permettait de prétendre que la vie était plus douce qu'elle ne l'était en réalité. La musique flottait dans l'air comme un parfum. Les invités se pressaient dans des costumes sur mesure et prenaient confiance en eux, prenant des selfies devant des arches tendues et des sculptures d'yeux en forme de cygne. J'ai gardé la tête baissée, j'ai ajusté mon col et je suis resté près du dos, suffisamment près pour être témoin, assez loin pour ne pas être vu avant de la voir, Marbelle. Elle se tenait près du bar, riant trop fort de quelque chose que quelqu'un disait, un verre de vin à la main, sa robe serrée, sa silhouette avec le genre de précision qu'elle prétendait être pour moi, mais maintenant je savais qu'elle ne concernait jamais du tout moi. Sa posture était parfaite. Son sourire contrôlait son visage, presque exactement le même, à l'exception des yeux. Les yeux l'ont trahi. Ils ne brillaient plus. Ils clignèrent des yeux trop lentement, comme si le poids derrière eux était devenu plus lourd que ce que le cadre pouvait supporter. Elle ne m'a pas remarqué, pas au début, mais je la regardais jeter un coup d'œil vers l'entrée toutes les quelques minutes, comme elle le faisait lorsqu'elle s'attendait à un grand geste. Amanda a franchi la porte avec des fleurs, un compliment, une bouée de sauvetage, et j'ai réalisé qu'elle n'avait toujours pas appris. Elle attendait toujours que quelqu'un d'autre prenne le relais pour elle. Un ami commun m'a remarqué et a marché sur Julien. Elle murmura en souriant, « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. » J'ai hoché la tête, je n'étais pas sûr non plus. Ses yeux se tournèrent vers Marbelle avant de revenir vers moi. Elle est là, tu sais, je la connais. Elle a l'air différente. Maintenant, c'est vrai, je n'ai pas répondu parce qu'il ne s'agissait pas de l'apparence de Marbelle. Il s'agissait de ce que je ressentais en la voyant. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai rien ressenti. Aucune douleur, aucune traction, aucune ombre de culpabilité, j'attendais de m'enrouler autour de ma poitrine et de la serrer, juste le calme, comme si j'observais une tempête qui était passée. On ne maudit pas le vent une fois qu'il est parti. Vous venez de reconstruire tranquillement. Bien pour toi, dit l'ami presque dans sa barbe. La plupart des gens ne s'échappent pas et puis elle s'est éloignée. S'échapper, c'était le mot. Pas survivre, pas gagner. Évadez-vous, car lorsque vous êtes élevé dans la croyance que le sacrifice est noble, vous oubliez que la liberté est une option. Vous oubliez que l'amour n'est pas censé ressembler à une hypothèque sans acte à votre nom. Vous oubliez que vous pouvez partir et ne devez d'explication à personne. Plus tard dans la soirée, je suis sorti pour prendre l'air.
Le balcon surplombait la ville, petite lumière, circulation douce, bourdonnement de mouvements en dessous de moi. J'ai siroté lentement mon verre en le tenant à deux mains comme quelque chose de sacré. La porte derrière moi s'est ouverte. Je ne me suis pas retourné. Je connaissais déjà Julien. Sa voix n'était ni acerbe, ni colérique, ni suppliante, elle était fatiguée. Je me suis retourné lentement. Elle se tenait à quelques mètres. Cheveux tirés en arrière, pas de boucle d'oreille, juste cette même tension autour de la bouche que j'avais mémorisée au fil des années. « Je ne savais pas que tu serais là, dit-elle. » Je ne l'étais presque pas. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Elle s'approcha mais ne réduisit pas la distance. J'ai lu tout ce qu'elle a dit, les documents, les messages, tout. J'ai hoché la tête, c'est bien. Elle baissa les yeux sur ses chaussures. Vous n'étiez pas obligé de le rendre aussi public, pas moi. J'ai dit calmement, vous l'avez fait. Lorsque vous avez remis ma carte de crédit à un serveur et grimpé toute la famille avec mon nom au bas du reçu. Elle tressaillit. Je n'ai jamais voulu te blesser, dit-elle doucement. J'ai incliné ma tête. Vous ne vouliez tout simplement pas arrêter de me profiter. Ses yeux se sont légèrement relevés, mais il n'y avait pas d'excuse à venir. Je pouvais voir ça. Je regrette de ne plus avoir accès. J'ai perdu beaucoup, a-t-elle dit. Alors ai-je ? Elle m'a regardé alors comme si je me voyais différemment, peut-être pour la première fois. Pas en tant que mari, pas comme son fixateur, juste un homme, un qu'elle n'avait plus de contrôle, celle qu'elle ne pouvait pas acheter avec flatterie ou fardeau de culpabilité. Vous étiez toujours le calme. Elle chuchota TL, et vous avez toujours confondu cela avec une faiblesse. Elle détourna les yeux. Vous manquez les gens. Ils ne me manquent pas. Sa lèvre trembla légèrement. Est-ce que je te manque ? C'était le moment où je savais que j'avais vraiment guéri, parce que je ne me suis pas mis en pause, je n'ai pas menti, je n'ai pas adouci. La vérité pour protéger ses sentiments. Non, j'ai dit qu'il me manquait qui je pensais que tu étais, mais cette personne n'a jamais existé. Elle cligna des yeux durement, hocha la tête une fois et recula. J'espère que tu es heureux, je le suis. J'ai dit avec une pièce d'identité de clarté.